Voici les grandes orientations de politique économique, les GOPE pour 2017-2018. Recommandations du Conseil concernant le programme national de réforme pour la France pour 2017. Partie 2. En tant qu'État membre, dont la monnaie est l'euro, et compte tenu des liens étroits entre les économies de l'Union européenne et monétaire, la France devrait veiller à mettre en œuvre intégralement et en temps utile la recommandation. Donc il ne s'agit pas simplement de bons conseils, mais de mettre en œuvre intégralement et en temps utile la recommandation. Dans la partie 4, nous pouvons voir le 28 avril 2017, la France a présenté son programme national de réforme pour 2017 et son programme de stabilité pour 2017. Afin de tenir compte de leur interdépendance, les deux programmes ont été évalués simultanément. À noter que le 28 avril 2017 a eu lieu entre le premier et le deuxième tour de l'élection présidentielle française. Donc, pour la Commission européenne, le premier tour ou le deuxième tour de l'élection européenne ne change ni la date, ni le contenu du programme national de réforme pour 2017. Quel que soit le président élu, il aurait dû faire la même chose. Eh bien tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la Commission européenne, que les Français votent à droite ou à gauche, finalement ils s'en fichent complètement, ils imposent le même programme politique, économique et social. Moi je veux rendre aux Français leur démocratie. C'est pour rendre la démocratie que nous proposons de sortir de l'Union européenne. Partie 6. Dans son programme de stabilité 2017, le programme prévoit de corriger le déficit excessif de 2017. Conformément à la recommandation du Conseil du 10 mars 2015, avec un déficit nominal de 2,8% du PIB. Le déficit nominal devrait ensuite continuer à diminuer pour atteindre 1,3% du PIB en 2020. L'objectif budgétaire à moyen terme, un déficit structurel à 0,4% du PIB devrait être atteint d'ici à 2019. Donc là encore, quel que soit le président qui aurait été élu, puisque ça a été présenté entre les deux tours de l'élection présidentielle, c'est kiff-kiff bourricot. Et c'est un déficit structurel de 0,4% du PIB, selon la matrice d'ajustement arrêtée d'un commun accord dans le cadre du pacte de stabilité et de croissance. Cet ajustement correspond à l'exigence d'un taux de croissance nominal des dépenses publiques primaires nettes ne dépassant pas 1,2% en 2018. D'une manière générale, le Conseil est d'avis que la France doit se tenir prête à prendre des mesures supplémentaires pour assurer le respect des dispositions du pacte de stabilité et de croissance en 2017 et que des mesures supplémentaires seront nécessaires à partir de 2018 en vue de respecter ces dispositions. Donc, vous voyez bien que pour 2017-2018, le programme présidentiel de M. Macron est déjà décidé par la Commission européenne. Il n'y aura pas de négociation, il y aura juste une retranscription. Partie 10. Que le groupement de tous les dispositifs de réduction du coût de la main-d'œuvre et des transformations en réduction permanente des cotisations sociales. Partie 11. Pour infléchir cette tendance, la France a annoncé des mesures visant à ramener le taux nominal de l'impôt sur les sociétés à 28% en 2020. Et plus loin, vous voyez encore, les dépenses fiscales totales sont importantes en France, à plus de 3% du PIB. Le coût administratif, dont le fisc de la collecte des impôts, est également élevé et se situe au-dessus de la moyenne de l'UE. Vous voyez bien ici que c'est l'Union européenne qui est en train de dicter la politique sur les impôts de la France. Et elle dit qu'est-ce qu'elle doit faire la France sur son impôt sur les sociétés, qu'est-ce qu'elle doit faire sur ses cotisations sociales et sur le coût de la main-d'œuvre et aussi sur le système des impôts. Alors ça, l'impôt à la source, d'ailleurs j'ai cru apprendre ce soir là une toute dernière information comme quoi le gouvernement reportait. Alors c'est encore
Pour moi, il se trouve que je suis inspecteur général des finances, je viens de Bercy, je connais un petit peu, je ne sais pas très bien, je ne suis pas un spécialiste, mais je connais un petit peu. L'impôt à la source, c'est a priori une bonne idée. Ça existe dans la plupart des pays d'Europe. Et c'est exigé, c'est demandé par la Commission européenne. C'était dans le rapport des grandes orientations des politiques économiques, je crois de 2015 ou quelque chose comme ça, sachant qu'une fois que la recommandation a été faite, elle est pérenne, elle dure pour tout le temps. Donc normalement, la France doit normalement respecter les demandes de la Commission européenne et doit normalement imposer l'impôt sur le revenu à la source. Voilà, c'est ça le fond de décor. Le problème, c'est que c'est difficile. C'est difficile pourquoi? Parce que en France, nous avons énormément de catégories de revenus, énormément une complexité dans le système fiscal, beaucoup de niches fiscales, comme on dit, beaucoup de dégrèvements fiscaux ici ou là. Et donc, il est très difficile d'intégrer tout ça au moment où on paye des salaires. En plus de ça, les revenus à la source, c'est facile si vous avez un employeur, qui peut être l'État si vous êtes fonctionnaire, qui peut être une collectivité locale si vous êtes fonctionnaire territorial, et qui peut être une société si vous êtes salarié d'une société privée. Retenue à la source, il y a d'autres professions, c'est déjà beaucoup plus compliqué. La retenue à la source, c'est essentiellement pour les salariés. Mais comment ça risque d'être une charge considérable sur les employeurs. Alors des très grandes sociétés, on peut imaginer qu'elles peuvent le faire, mais des petites sociétés, s'il faut qu'elles intègrent dans leur logiciel de traitement des quantités de choses, notamment les parts fiscales, combien d'enfants, et puis est-ce que cette personne a fait telle ou telle opération de déduction fiscale, par exemple les personnes qui adhèrent à l'UPR ou qui font une cotisation. J'en profite d'ailleurs pour demander, je ne perds pas le nord, à toutes celles et à tous ceux qui m'écoutent, de ne pas oublier d'adhérer à notre mouvement, de ne pas oublier de nous verser les cotisations. Vous avez vu, on a un compteur, on est bientôt à 1 700 000 €, mais il nous en manque encore. Je rappelle que toutes les personnes qui acquittent l'impôt sur le revenu, si elles nous donnent 300 € par exemple, elles pourront déduire 200 € de leur impôt de l'année prochaine. Donc en bout de compte, ça n'aura coûté que 100 €. Et ceux qui ont moins de moyens nous donnent 30 €. Au bout du compte, ça n'aura coûté que 10 €. Bon ben ça, il faut l'intégrer à un moment ou à un autre. C'est les services fiscaux qui le font actuellement. On est d'ailleurs, ces jours-ci, on vient de terminer, là, les déclarations fiscales, tout le monde l'a fait. Les déclarations fiscales pour l'impôt sur le revenu. L'impôt à la source, il faut que ça soit donc l'employeur qui intègre ça. Donc, le problème, c'est que c'est très compliqué. C'est extrêmement compliqué. Ça pose même une question de savoir, il y a un risque d'ailleurs de perdre une année d'imposition, ce serait quand même considérable pour les finances publiques. Et donc, à chaque fois, on a des nouveaux gouvernements qui ont dit « je vais m'attaquer à ça », et puis devant la complexité considérable du dossier, ils sont souvent fait machine arrière. Je constate, c'est un serpent de mer, ça fait des années qu'on en parle. Je sais que ça avait déjà été évoqué sous Mitterrand, sous Chirac, sous Sarkozy, sous Hollande, et là, donc, c'était de nouveau, je vois que c'est de nouveau reporté. Alors sur le fond du dossier, personnellement, j'avoue que je ne fais pas des déclarations d'impôt sur le revenu avec plaisir. C'est quand même un pinceum, même si ça a été beaucoup facilité. Maintenant, pour les gens, les déclarations par télédéclaration, honnêtement, c'est quand même très simplifié. Vous avez une déclaration qui est déjà pré-remplie, surtout quand vous êtes fonctionnaire ou quand vous êtes salarié, vous avez déjà les déclarations qui ont été pré-remplies. C'est quand même beaucoup plus simple que ça n'était jadis. Mais c'est quand même un petit peu compliqué, donc personnellement, je m'en passerais bien volontiers. Mais la réalité, elle est autre, la réalité, elle est compliquée. Voilà. En même temps, vous voyez dans la partie rouge, parallèlement, la charge fiscale continue de moins peser sur la consommation que dans les autres États membres de l'UE. En 2014, la France occupait le 27e rang de l'UE pour les recettes provenant des impôts sur la consommation, en pourcentage des recettes fiscales totales. Le système de TVA se caractérise par un taux normal de niveau moyen et des taux réduits faibles appliqués à une large assiette. Vous voyez ici que l'Union européenne, que la Commission européenne, n'est pas du tout contente, la Commission européenne n'est pas du tout contente, car la TVA en France, elle est pas assez chère. Elle trouve que vous payez pas assez. Il faut payer plus, les gens. D'accord? Quand t'achètes ta baguette de pain, quand t'achètes
ton fromage, hein, il faut que tu payes plus. C'est pas assez. D'accord? Et c'est pour ça que monsieur Macron, il a décidé d'augmenter la CSG. Il n'augmente pas la TVA parce qu'il veut pas être impopulaire dès le début, mais il augmente la CSG. Et bientôt peut-être augmentera-t-il la TVA pour 2018 ou 2019. On a le temps, on a le temps. S'il y a bien quelqu'un qui n'est pas surpris, c'est quand même moi. Et s'il y a bien des gens qui ne sont pas surpris, c'est quand même vous. C'est-à-dire, en tout cas, je m'adresse parmi les gens qui me regardent aux gens qui ont voté pour moi à l'élection présidentielle. Parce que j'ai été le candidat. Il n'y en a pas eu 50, j'étais le seul. J'ai été le candidat qui, presque à chacune de ses interventions dans les grands médias, a présenté le rapport des grandes orientations des politiques économiques de la Commission en disant que le prochain président de la République, quel qu'il soit, dans la mesure où il resterait dans l'Union européenne, serait obligé d'appliquer ce programme-là. C'est ce qui se passe. On va avoir, alors, il y avait une augmentation de la TVA, ça va peut-être pas être la TVA, mais c'est l'augmentation de la CSG, ça y est, c'est prévu. C'est dans les rapports des grandes organisations des politiques économiques, celui qui est sorti il y a quelques semaines, mais celui qui était sorti également en 2016 et en 2015. Le démantèlement du droit du travail figure dans ce rapport. Nous allons avoir la remise en cause du CDI, la disparition du CDI, l'ubérisation généralisée de la société française, la fin des professions réglementées, la baisse des indemnités chômage, le droit du travail taillé en pièces, parce que ce que cet internaute à juste titre souligne, c'est que un des grands acquis qui avait été obtenu par nos aïeux, c'était justement les principes des grandes négociations collectives de branche avec des syndicats puissants. Et là, ce qu'est en train de faire M. Macron, à la demande de ses maîtres, des gens qui l'ont fait élire, c'est d'avoir des accords à l'intérieur de chacune des entreprises. C'est vieux comme le monde, je l'explique dans ma conférence sur les euro-régions, c'est une stratégie que les anciens Romains appelaient divide ut regnare, c'est-à-dire diviser pour régner. Voilà. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un accord de branche avec des syndicats puissants qui permettent aux salariés, aux ouvriers, d'avoir une protection globale, on va avoir des négociations entreprise par entreprise où on va pouvoir remettre en cause tous les acquis sociaux. Voilà. Et en fonction des entreprises, il suffit que dans telle ou telle entreprise, pour des raisons historiques, il y a encore des syndicats un petit peu puissants, on préservera un petit peu mieux. Puis dans d'autres entreprises beaucoup plus récentes, avec quasiment pas de syndicats, ça arrive. Il y a des entreprises où il y a très peu de salariés syndiqués, ou des gens, d'ailleurs, il suffit de voir comment les Français votent pour M. Macron en rang serré, parce qu'ils croient benoîtement ce qu'ils entendent à la radio. On va vers une destruction du Code du travail. Partie 13. Vous voyez en rouge. En 2016, seuls 54,5% des personnes nées en dehors de l'Union européenne et en âge de travailler avaient un emploi. Le taux d'emploi des femmes, 45,4%, était l'un des plus faibles de l'UE. L'écart entre le taux d'emploi des personnes nées en dehors de l'UE et l'UE, et vous voyez dans la partie turquoise, la mauvaise performance des personnes nées en dehors de l'UE tire le taux d'emploi global vers le bas et représente une sous-utilisation chronique de la main-d'œuvre. Donc vous voyez, pour les gens de la Commission européenne, les immigrés, c'est de la main-d'œuvre. Et il faut l'utiliser à bon escient. Il faut l'utiliser. Il ne faut pas une sous-utilisation de la main-d'œuvre étrangère. Il faut en utiliser beaucoup. Pour remédier à ce problème, une stratégie globale est nécessaire, qui comprenne notamment des mesures ciblées en matière de compétences linguistiques. Il faut leur faire apprendre le français. Mais en même temps, la Commission européenne, elle a dit que la clause Molière pour les chantiers, c'était pas bien, c'était de la discrimination. Pour remédier à ce problème, une stratégie globale est nécessaire
qui comprennent notamment des mesures ciblées en matière de compétences linguistiques, de mise à niveau, de formation et d'orientation professionnelle, ainsi que d'autres politiques actives ciblées du marché du travail. Pour favoriser la participation au marché du travail, il est essentiel de garantir l'accès effectif aux services et d'agir contre les pratiques discriminatoires limitant l'embauche de personnes nées en dehors de l'UE et d'immigrés de deuxième génération. L'Union européenne, ici, vous dit que c'est très important d'avoir de la main-d'œuvre bon marché qui coûte pas cher, qui vient des pays de l'étranger. Si l'on veut réguler l'immigration, à ce propos, je signale que le mouvement que j'anime est un mouvement qui se situe au-dessus du clivage droite-gauche. Nous avons donc parmi nos adhérents des gens qui sont en faveur d'une politique très ferme sur l'immigration, d'autres qui sont en faveur d'une politique souple, d'autres qui sont en faveur de politique immigrationniste. Et c'est normal que tout le monde se retrouve chez nous, puisque tout le monde considère que la priorité des priorités, si l'on veut traiter de cette question, c'est d'arrêter d'envenimer le débat, comme certains prennent un malin plaisir à le faire, puisque ça ne sert à rien, puisque c'est de toute façon pas la France qui décide des questions migratoires depuis le traité d'Amsterdam, où ces pouvoirs ont été transférés à l'Union européenne, notamment les articles 67, 77 et 79 du TFUE, qui réglementent l'espace Schengen, les visas Schengen, les politiques d'asile, les politiques de renvoi à la frontière. Tout ça est décidé par Bruxelles. Personne n'en parle en France. On fait mousser des débats en France, alors que les grandes décisions stratégiques sont décidées ailleurs. Partie numéro 14. Alors là, il y a deux parties imbriquées. La partie en bleu dit, la partie en turquoise dit « Le salaire minimum est élevé par rapport au salaire médian, mais le coût du travail au salaire minimum a été réduit par des exonérations de cotisations sociales. » Toujours dans la partie 14, en bas vous pouvez voir qu'il est écrit « Le groupe d'experts indépendants évalue chaque année le salaire minimum en France et fournit des avis non contraignants sur son évaluation. Ces avis sur les augmentations du salaire minimum, au-delà de la revalorisation légale automatique, ont jusqu'à présent toujours été respectés et jouent un rôle important de contrôle de l'utilisation de ces augmentations coup de pouce. » Vous voyez qu'ici, l'Union européenne se félicite qu'il n'y ait pas de coup de pouce au SMIC. Dans la partie imbriquée rouge, vous pouvez voir une augmentation du salaire minimum entraîne des augmentations salariales pour la plupart des catégories de travailleurs et comporte le risque de compresser les salaires vers le haut. Si l'indexation du salaire minimum est importante pour préserver le pouvoir d'achat des travailleurs, le mécanisme d'indexation actuel pourrait contribuer à retarder le nécessaire ajustement global des salaires. La Commission européenne ne veut pas simplement diminuer le SMIC, mais elle veut diminuer tous les salaires, de toutes les catégories de travailleurs, et le poids global des salaires pour les entreprises. Donc, que vous soyez au SMIC ou que vous n'y soyez pas, vous serez tous touchés par la politique européenne, dictée dans les grandes orientations de politique économique que Macron va mettre à exécution. Partie 15. La persistance de taux de chômage élevés a mis à mal la soutenabilité du système d'assurance chômage. À cet égard, les partenaires sociaux ont conclu en mars 2017 un accord sur une nouvelle convention d'assurance chômage, devant être agréée par le gouvernement français, qui vise à réduire le déficit annuel de 1,2 milliard d'euros. Donc vous voyez qu'ici, Macron sera la continuité exacte de Hollande. Et au point 16, il est écrit, en rouge, « Dans le cadre de son programme de simplification, la France a pris des mesures afin de réduire les lourdeurs administratives auxquelles sont confrontées les entreprises. Mais un grand nombre de ces mesures adoptées avant 2016 n'ont pas encore été mises en œuvre. Ici encore, Macron ne fera que la mise en œuvre des décisions prises sous Hollande. » Dans la partie turquoise, l'Union européenne explique que les seuils entre les entreprises de moins de 10 salariés, entre 10 et 50 salariés et plus de 50 salariés, c'est-à-dire les différences entre PME, TPE
et grandes entreprises pose problème et qu'il faudra certainement réformer tout cela. Et certainement que vous verrez Macron s'en occuper. Dans la partie 17, il est écrit « La concurrence dans les services s'est améliorée dans un certain nombre de secteurs, mais certains secteurs importants sur le plan économique, tels que la comptabilité, l'architecture, les services à domicile, les services d'hébergement et de restauration, les services de taxi et de location de véhicules avec chauffeur restent caractérisés par une faible concurrence et ou des obstacles réglementaires. Des obstacles demeurent pour ces services, notamment des exigences réglementaires excessives qui découragent l'entrée sur le marché en limitant l'essor d'une concurrence effective. La réduction de ces obstacles pourrait permettre aux entreprises existantes ou à de nouvelles venues de profiter des nouvelles évolutions technologiques ou numériques pour renforcer leur compétitivité et ou pénétrer sur les marchés, ce qui, en faisant baisser les prix et en améliorant la qualité des services, serait bénéfique aux consommateurs. Donc, vous voyez ici que l'Union européenne fait la promotion de l'ubérisation, c'est-à-dire l'utilisation technologique et du numérique, donc en fait d'Internet, pour faire diminuer les coûts de la compétitivité, donc pour faire diminuer les coûts dans la comptabilité, l'architecture, les services à domicile, les services d'hébergement et de restauration, et de taxi, de location de véhicules avec chauffeur, c'est-à-dire véritablement là au sens strict l'ubérisation. Vous voyez que dans tous ces secteurs, il va y avoir de la mise en concurrence, notamment, certainement, avec des services qui seront à l'étranger, des services qui seront faits depuis l'étranger, notamment dans la comptabilité. Par exemple, vous ne le savez peut-être pas, mais la facturation d'EDF est faite en Tchécoslovaquie. Dans la partie 19, dans le cadre du semestre européen, la Commission a procédé à une analyse complète de la politique économique de la France, qu'elle a publiée dans son rapport 2017 sur le pays. Elle a également évalué le programme de stabilité et le programme national de réforme, ainsi que les suites données aux recommandations adressées à la France des années précédentes. Elle a tenu compte non seulement de leurs bien fondés. Et là, vous voyez, pour la blague, que l'Union européenne s'auto-congratule et met une petite caresse dans le dos de la France, car elle a bien travaillé, bien écouté l'Union européenne, qui lui disait ce qu'elle devait faire. Car la France, elle a tenu compte non seulement de leurs bien fondés, dans l'optique d'une politique budgétaire et socio-économique viable en France, mais aussi à leur conformité avec les règles et les orientations de l'Union européenne, vu la nécessité de renforcer la gouvernance économique globale de l'Union en permettant à cette dernière de contribuer aux futures décisions nationales. Vous voyez ici que non seulement l'Union européenne félicite la France car elle a bien été servile, elle a bien obéi gentiment à l'Union européenne pour faire ses décisions, mais en plus, elle est très heureuse de que tout cela ait lieu. Bref. Pour finir, voici ce que les gens non élus de la Commission européenne recommandent que la France s'attache au cours de la période 2017-2018 à, premièrement, se conformer à la recommandation du Conseil du 10 mars 2015 au titre de la procédure concernant les déficits excessifs, c'est-à-dire à diminuer les dépenses publiques. Poursuivre ensuite une politique budgétaire conforme aux exigences du volet préventif du pacte de stabilité et de croissance, qui se traduisent par d'importants efforts budgétaires pour 2018. Donc les gens, va falloir se serrer la ceinture. Lors de l'adoption de mesures, il convient de prendre en considération l'objectif d'une orientation budgétaire qui contribue aussi bien à conforter la reprise actuelle, je sais pas elle est où,
qu'à garantir la viabilité des finances publiques de la France. Réexaminer de manière exhaustive les postes de dépenses dans le but de réaliser des gains d'efficacité qui se traduisent par des réductions de dépenses. Donc, mesdames et messieurs les fonctionnaires, va falloir se serrer la ceinture. Deuxièmement, consolider les mesures de réduction du coût du travail. Faut coûter trop cher les gens. Afin d'optimiser leur efficacité de manière budgétairement neutre et d'accroître leur effet sur l'emploi et l'investissement. Élargir l'assiette globale de l'impôt. C'est ce que Macron fait en augmentant la CSG et poursuivre la mise en œuvre de la diminution prévue du taux nominal de l'impôt sur les sociétés. C'est ce que va faire Macron aussi. Troisièmement, améliorer l'accès au marché du travail des demandeurs d'emploi, notamment les travailleurs les moins qualifiés, c'est-à-dire en diminuant le SMIC, et les personnes issues de l'immigration, c'est-à-dire en leur faisant parler le français, alors même que l'Union européenne considère que obliger à parler le français en France, c'est de la discrimination, y compris en revoyant le système d'enseignement et de formation professionnelle. Veiller à ce que les évolutions du salaire minimum soient compatibles avec la création d'emplois et la compétitivité. Donc, si vous êtes au SMIC, vous ne serez pas augmenté. Quatrième partie. Poursuivre la réduction des charges réglementaires pesant sur les entreprises, y compris en poursuivant le programme de simplification. Continuer à lever les barrières à la concurrence dans le secteur des services, y compris dans les services aux entreprises et les professions réglementées. Donc ici encore, l'Union européenne demande l'ubérisation généralisée, notamment comme on l'a vu pour les comptables, les architectes, les hôteliers, les restaurateurs, les aides à domicile. Ensuite, elle dit simplifier les programmes de soutien public à l'innovation et en améliorer l'efficience. Il faut que les Français sachent, je l'ai déjà dit, je le redis, que ça c'est le programme commun du prochain président de la République française et du prochain Premier ministre s'il ne sort pas de l'Union européenne. C'est le rapport des grandes orientations de politique économique que publie la Commission européenne chaque année et qui fixe chaque année ce que doit être la politique économique et sociale de la France. Par exemple, la hausse de la TVA, c'est la baisse de l'impôt sur les grandes sociétés, c'est le gel du SMIC, c'est la mise en pièces de toutes les professions réglementées, les artisans taxis, les médecins, les avocats, les huissiers, les notaires, etc., qui vont tous se faire ubériser. C'est la réforme du droit du travail avec la baisse de l'assurance chômage. C'est le déremboursement de la sécurité sociale avec une médecine à 2 vitesses. Et bien ça, moi je fais ça. Voilà ce que je propose aux Français de faire. Moi je veux sortir de ça. C'est fini. Je n'habite pas sous un Tipeee, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Salut!